Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Et alors un petit retour sur le match d'hier soir, non pas pour en discuter du point de vue du jeu. Supporter lyonnais, personnellement, j'estime pas que l'OL aurait dû remporter cette rencontre, tant la production a été faible, des deux côtés du terrain, particulièrement sur le volet offensif, et c'est une remarque qui s'étendrait plus ou moins à la production de l'OM également. Franchement, il n'y a pas grand chose à en dire, quelques points que j'avais illuminés, mais pas vraiment suffisant pour en faire une vidéo. Du coup, ce que je vous propose, c'est plutôt de revenir sur les incidents majeurs qui ont émaillé la rencontre pour essayer de dresser une tentative, essayer de régler le problème de la règle de la main. Alors il y a quelques semaines, on s'était intéressé au problème du hors-jeu, comment transformer et comment changer la règle du hors-jeu aujourd'hui, dans cette logique de scruter, d'étudier un petit peu, d'apporter des modifications potentielles aux règles fondamentales du football. Je me disais que c'était pas mal de faire une petite vidéo sur la main. Alors, de quels incidents est-ce qu'on parle? Le premier, c'est bien sûr la main qui a conduit au penalty de l'OM en première mi-temps, ici. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé du fait, et même Paqueta l'a mentionné lui-même, Paqueta a parlé du fait que le ballon avait touché son ventre. En réalité, quand on regarde au super ralenti, ça touche d'abord l'intérieur de sa jambe droite, puis son ventre, puis sa main. Alors selon les règles, ça c'est quand même effectivement main, mais sur le moment, moi j'étais assez surpris de voir cette situation donner main et donner penalty, puisqu'en général on estime que lorsqu'il y a un contact précédent avec une partie du corps, on estime que la main est forcément inintentionnelle. Apparemment c'est pas nécessairement le cas si elle est vraiment significativement décollée du corps. C'est une situation qui, comme elle a bien été évoquée à la mi-temps, et je me souviens de cette situation que j'avais trouvée assez flagrante également, la situation de Dalbert contre Chelsea, qui avait donné lieu à une main penalty et même second carton jaune. D'ailleurs, à la suite de cette situation, il y avait eu pas mal d'émoi, même du côté anglais. Ça avait conduit notamment Ceferin à donner une lettre à la FIFA pour solliciter un changement de règles, pour que la FIFA en parle à l'IFAB, le comité qui détermine les règles du football. Donc cette situation avait provoqué pas mal d'émoi et de réactions, mais selon les règles, il s'agit quand même d'une main, puisque, comme on le voit bien ici, le premier caractère, c'est celui de l'intentionnalité, d'une main qui aurait artificiellement augmenté la surface du corps, et ces fautes sont sanctionnables même si le ballon touche le bras ou la main du joueur directement depuis la tête, le tronc ou la jambe d'un autre joueur à proximité. Donc ça c'est la règle, elle peut sembler injuste à bien des égards, pourtant elle semble indiquer une donnée assez claire, c'est qu'il y avait effectivement main. Mais alors l'autre événement majeur, c'était qu'ensuite en seconde mi-temps, il y a également eu une main côté marseillais dans la surface de réparation, celle de Nagatomo. Alors certains ont estimé, certains jugent qu'il n'y a pas main. C'est faux, on le voit là encore une fois très bien en super ralenti. Regardez, on voit le mouvement du ballon changer brièvement après le contact avec le bras. Regardez aussi, si vous n'en êtes pas convaincu, regardez le mouvement du bras de Nagatomo qui instinctivement, après le contact, après le très léger contact certes, mais après le contact, replie son bras. Il y a main ici, c'est difficilement contestable. Alors forcément, pourquoi est-ce que l'arbitre n'est pas allé le vérifier, à minima, demander vérification auprès de ses assistants vidéo? Donc ça c'est les situations relatives au match d'hier soir, elles s'inscrivent dans un contexte temporel assez défini. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui, même si en tant que supporter de l'OL, comme je vous l'ai dit, c'est des situations qui m'ont un petit peu frustré hier soir, mais franchement, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut partir de là pour essayer de transformer la règle de la main, pour la rendre à la fois plus satisfaisante d'un point de vue spectateur, mais aussi plus juste et plus cohérente. Parce que l'incohérence majeure, on y arrive tout de suite, c'est qu'on se repose sur le critère d'intentionnalité pour déterminer s'il y a main sanctionnable ou non. Est-ce qu'une main est intentionnelle? C'est ce qui figure dans les lois du football, et ensuite l'arbitre bénéficie de pas mal de critères pour déterminer ou non l'intentionnalité de la main. C'est le fameux mouvement du bras vers le ballon, ou alors la main décollée du corps, l'agrandissement de la surface du corps, toutes ces choses-là pour tenter de déterminer le placement du bras dans une position non naturelle, toutes ces choses-là pour essayer de déterminer si la main était intentionnelle. Pourtant, qu'est-ce que ce terme est absolument incohérent? L'intentionnalité, qu'est-ce que c'est? L'intention, qu'est-ce que c'est? C'est très clair, quelque chose d'intentionnel, selon le dictionnaire, c'est quelque chose qui est visé et voulu par son auteur, ou qui est fait exprès, avec intention, dans un dessin déterminé. Alors, sur l'action de Paqueta, c'est sûr que le bras est décollé du corps, sur l'action de Nagatomo, c'est sûr que le bras est décollé du corps.
pour autant, je peux vous le garantir avec certitude, aucun de ces deux joueurs n'a voulu, de manière déterminée, prédéterminée, n'a voulu faire de main dans la surface. Une main dans la surface, un penalty, 78% du temps, un penalty, ça donne but. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire une main dans la surface? À ce moment-là, tu as bien plus intérêt à laisser filer un centre, à laisser filer un tir. Je crois qu'il n'y a pas besoin de poursuivre cette démonstration, vous êtes d'emblée convaincu. Ces mains, elles ne sont pas réellement intentionnelles. On se base sur des critères secondaires pour déterminer leur niveau d'intentionnalité, mais en faisant ça, on s'écarte totalement de la notion d'intentionnalité. C'est un petit peu comme la vidéo sur le hors-jeu que je vous avais faite. On s'écarte totalement de l'esprit du jeu qui était d'empêcher des joueurs de camper dans la surface adverse, en gros de bénéficier de 10 mètres d'avance sur la position du dernier défenseur. Là, à la base, l'interdiction des mains, c'est pour empêcher un joueur de prendre le ballon, le ramasser, ou en tout cas jouer vraiment significativement avec autre chose que ses pieds. Ça, c'est des mains intentionnelles. Là, on n'est pas du tout sur des mains intentionnelles. Je pense que d'ailleurs sur le foot, c'est assez simple. Sur un match de foot, sur les matchs de foot depuis des dizaines d'années, on pourrait faire une analyse statistique et conclure qu'il y a peut-être 5% des mains qui sont réellement intentionnelles. Je vois deux cas de figure majeurs, on va dire les mains sur la ligne de but en dernier recours, les mains à la Luis Suarez contre le Ghana, ok, et les mains peut-être pour stopper une transition offensive, comme pur acte d'anti-jeu, comme ceinturer un joueur qui s'échapperait en transition offensive. L'idée, c'est de prendre un carton jaune pour empêcher et restreindre une action majeure. Ça, on le voit de temps en temps, ok. Mais ça, c'est les mains véritablement intentionnelles. Toutes les autres mains, 95% du temps, c'est pas des mains intentionnelles, c'est des mains accidentelles. Donc ça, c'est le point majeur. Il y a aussi des points mineurs, des points par exemple, quand on regarde les critères qui aident à déterminer l'intentionnalité et qu'on parle du mouvement non naturel du bras. Moi, ça me fait assez rire parce que mouvement non naturel, c'est quelque chose qui revient souvent, mais pour s'équilibrer, tous les êtres humains ont besoin de leur bras, et un bras qui peut être levé, si le joueur est en train de faire un tour sur lui-même, si le joueur est en train de pivoter, si le joueur est en train de réussir une accélération, les bras se lèvent naturellement, ils sont très loin d'être dans des positions non naturelles, mais ça limite, c'est pas si important parce que c'est un sous-point, et parfois il vient distraire du débat plus important qui est que l'intentionnalité, c'est pas un bon facteur pour déterminer s'il y a main ou non. Donc à partir de là, on est d'accord, la règle est nulle, elle mérite changement. À partir de là, pour combler notre besoin d'impartialité, mais aussi de simplicité, je vois que deux options, soit on sanctionne absolument toutes les mains, soit on sanctionne aucune main. Et là, la suite logique, c'est qu'on ne peut pas ne pas sanctionner aucune main, c'est impossible, sinon rien n'empêche les joueurs de ramasser le ballon et de jouer au handball. Donc on est obligé de sanctionner toutes les mains, et pour moi, ça devrait se faire sans distinction de la partie du bras. À partir du moment où ça touche le bras, c'est main, que ce soit le haut ou le bas, sinon on va encore avoir des débats là-dessus. Finalement, ça va prolonger le débat et on tranche pas de manière très très claire. Et pas de distinguo, pas de distinction sur la présumée intentionnalité de la main ou non. Ça touche le bras, c'est main, basta. Sauf que, évidemment, et on le comprend assez aisément, ça peut être qu'une partie du changement. Il faut changer la règle, c'est sûr, il faut changer ce qui est une main, et de mon point de vue, absolument toutes, mais il faut aussi changer ses conséquences. Et alors là, c'est peut-être encore plus intéressant parce qu'on touche du doigt, on met le doigt sur une des faiblesses historiques du football, sur une de ses profondes incohérences, c'est l'importance démesurée des pénaltys. Dans un pénalty, il y a un déséquilibre qui est beaucoup trop fort entre l'importance de l'occasion que ces pénaltys procurent, 78% de chance, comme on l'a dit, historiquement de marquer sur un pénalty, et sur l'erreur qu'ils viennent sanctionner. Il y a une disproportion beaucoup trop forte. Si on l'assimilait, si on faisait un parallèle avec un système de droit commun, comme en France, ce serait comme donner la peine de perpétuité à la fois pour un meurtre caractérisé et à la fois pour un délit commun, certains délits communs, en fonction de là où ils se sont produits. Voilà, il y a vraiment une incohérence qui est trop forte et qui pour moi mérite d'être corrigée. La solution du coup, c'est de donner la plupart du temps et en fait quasi systématiquement coup franc indirect lorsqu'il y a main dans la surface de réparation et pas de carton jaune non plus. Beaucoup moins de sanctions pour ces mains qui sont, comme on l'a dit, 95% du temps purement accidentelles. Et en même temps, elles sont accidentelles, pourtant elles privent aussi l'équipe offensive d'une situation. Si on se réfère par exemple à la frappe de Pape Gueye tout à l'heure, c'est normal aussi de vouloir que cette frappe aille au bout et qu'elle ne soit pas stoppée par une main, en sachant qu'au foot, on n'a pas le droit de jouer avec les mains. Donc il ne faudrait pas que l'équipe qui commet une main se retrouve absolument non sanctionnée, mais en même temps sur une main qui est absolument
absolument accidentelle qui ne résulte pas d'une intention, donner une occasion qui a 78% de chance d'être convertie, il y a une disproportion qu'on constate de manière assez forte. C'est également le cas avec la main de Nagatomo sur un faible centre. Est-ce que ce faible centre méritait une frappe au but à 11 mètres, seul l'attaquant face au gardien? Bien sûr que non. En tout cas, sur une idée de mérite de ta production offensive. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important de transformer. Main dans la surface égale coup franc indirect et pas de carton jaune, sauf si on détermine que la main est absolument intentionnelle, comme on l'a dit, Suarez contre le Ghana, comme quelque chose, un joueur qui ramasse le ballon dans la surface. Je pense que l'intentionnalité, finalement, on s'est embarrassé de beaucoup de critères pour la déterminer. En réalité, je pense qu'elle n'est pas si difficile que ça à déterminer et que la plupart du temps, dans une situation où le joueur a très peu d'incentive, a très peu d'intérêt à commettre une main, à part si c'est pour stopper un ballon sur la ligne de but, et la main elle est forcément accidentelle parce que la peine derrière est tellement lourde. Donc voilà en gros mon idée. Je pense que de manière générale, c'est assez important de réussir à s'écarter et à progressivement rétablir la cohérence entre la peine et la sanction, entre l'erreur et la sanction, entre l'erreur et la peine. Je pense que c'est important de réussir à rétablir cet équilibre, surtout dans un écosystème comme celui actuel, où l'appel à la vidéo a rendu les pénaltys de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, quand on regarde un match de foot, pour un supporter lambda, pour quelqu'un qui découvrirait ce sport, je pense qu'il y a de plus en plus la compréhension que le but, c'est d'obtenir des pénaltys. Il y a de plus en plus une prime à obtenir des pénaltys, et je pense que ça va pas tarder avant qu'on commence à voir des stratégies qui sont assez spécifiquement orientées là-dessus. On commence à voir pas mal d'attitudes, c'est pas vrai, c'est même pas vraiment de la micro-tactique, mais vraiment au niveau individuel, on commence à avoir des attitudes comme par exemple sur un face-à-face, dribbler le gardien et limite pousser le ballon assez loin pour tomber dans la foulée tout en restant assez proche du gardien. Finalement, souvent, il n'y a même pas la volonté réelle de dribbler le gardien pour marquer, c'est surtout pousser le ballon et entrer en contact avec le gardien. Voilà, c'est des choses qui prouvent qu'il y a de plus en plus la volonté d'aller chercher des pénaltys, aller chercher un pénalty en première intention. Par rapport à la main, on n'est plus si loin d'une situation où tirer fort dans le paquet, peut-être en visant, entre guillemets, même si c'est un peu exagéré de dire ça, mais en tout cas en espérant toucher la main d'un joueur, ça devient de plus en plus une stratégie viable, et ça, pour la conception qu'on a du football, c'est assez catastrophique. Donc voilà en gros ma proposition, toutes les mains sanctionnées, mais coup franc indirect et pas de carton jaune. En revanche, mains qui sont réellement intentionnelles dans la surface, où il n'y a pas d'erreur possible. C'est Suarez contre le Ghana, c'est un joueur qui ramasse le ballon, des situations presque absurdes. Dans ces situations-là, penalty et carton rouge, ok, mais réussir à se débarrasser de cette notion d'intentionnalité qui n'est aujourd'hui plus du tout de l'intentionnalité, qui est très souvent, la plupart du temps, des mains purement accidentelles. Ça, c'est ma solution, c'est ma proposition, on va dire. Elle mérite d'être peaufinée à plusieurs égards et j'attends d'avoir vos remarques dans les commentaires pour voir ce qu'on peut construire ensemble. Mais ça, c'est ma proposition. Je pense qu'encore plus intéressant, c'est la tendance large de réussir à proportionner de plus en plus les sanctions par rapport à la nature de l'erreur, et c'est de plus en plus se distancer des pénaltys qui ont une part trop importante dans la production offensive des équipes, alors que pourtant ils sont attribués de manière assez aléatoire. Je veux dire, il n'y a pas grand chose qui fait que la main, par exemple, qu'aurait dû être sifflée selon les règles, la main de Nagatomo, il n'y a pas grand chose qui dit que ça aurait mérité un penalty, un centre un peu hasardeux contré. Bon, coup franc indirect, je pense que c'est déjà bien. Penalty, voilà, sur plein de situations, les penaltys sont absurdes, comme on l'a assez longuement évoqué. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça pourrait être pas mal et surtout, c'est l'occasion de revenir sur les grandes tendances à éclaircir et la direction que prend notre foot dans un sport de plus en plus soumis au jugement critique, et ça a été renforcé bien sûr par l'arbitrage vidéo. Une solution d'ailleurs que je ne préconise pas, mais ça, on en a parlé dans d'autres vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si la vidéo et si la proposition vous plaît, que vous voudriez que plus de monde l'entende, ou en tout cas que ce débat prenne un petit peu plus d'ampleur, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et puis, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos qui arrivent sur tout un tas d'autres sujets, pas nécessairement liés à l'arbitrage et aux règles, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fera très très plaisir. Donc merci de votre soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, très très bonne semaine à tous, et on se dit à bientôt, bisous.